That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour, Microciné, bonjour. Aujourd'hui, pour Jamais 203, comme on dit souvent, pour la troisième fois consécutive, nous recevons Jacques Aumont, qui était déjà venu précédemment pour parler dans un premier temps de ce livre Doublure divisible, voir et ne pas voir en cinéma, édité chez Septentrion. Dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez un lien pour vous procurer le livre, mais aussi un lien qui renvoie à la première conversation que nous avions eue. Il était venu aussi il y a quelques semaines de cela pour parler, c'était Mes universités, édité chez Marest. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est sorti en novembre, fin novembre 2021, et qui s'intitule Comment pensent les films, avec un sous-titre Apologie du film X. C'est édité chez Mimizis, et d'ailleurs je salue les éditions Mimizis pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Mais avant tout, bien évidemment, je pose la petite question: comment allez-vous, Jacques Aumont? Eh bien, je vais très bien. Comment allez-vous? Comment pensent les films? Ça fait deux comment, qui sont pas du tout de même nature, mais au fond, on pourrait aussi analyser sa santé, hein. On pourrait traiter la question comment allez-vous sur le mode analytique, en partant de la sensation et en remontant à je ne sais quoi, à l'être, à la pensée. On peut toujours remonter. Je vais bien, merci. Comment vous pensez généralement au titre? Est-ce que ça vient au début du projet ou ça vient après? Comment ça se passe? Ah oui, oui, c'est une très, très belle question, celle du titre. Il y a une théorie à laquelle j'ai longtemps souscrit, qui est la théorie de la locomotive. Le titre comme petite locomotive qui permet ensuite d'accrocher les wagons. Ça a marché comme ça pour L'œil interminable, par exemple, qui est un livre de la fin des années 80 qui parle de cinéma et de peinture. J'avais le titre, comme, je ne sais pas d'où il m'était sorti, hein, très franchement, mais j'aimais beaucoup l'idée d'un titre au fond qui soit pas très courant et même presque pas possible en français. À partir de là, ça m'a beaucoup aidé à réfléchir. Il y a des titres au contraire qui tombent qui tombent sous le sens, hein. Un livre comme L'interprétation des films que j'ai fait il y a quelques années, bah oui, bah voilà quoi, il dit assez platement ce qu'il y a dedans. Alors, le livre dont on parle aujourd'hui, c'est une histoire un peu plus compliquée parce que, comme vous alliez le dire, je vous le vole, c'est un remake en fait. C'est la republication transformée d'un livre qui a 25 ans, 96, oui, qui a 26 ans presque, qui s'appelait À quoi pensent les films? Voilà, donc j'ai remplacé À quoi par Comment. On pourra voir pourquoi tout à l'heure. Mais du coup, là, le titre, c'était un gag. C'était un gag parce que ça venait d'un article, je crois, de Robert Desnos qui s'intitulait À quoi pensent les jeunes films? Et qui était évidemment une citation amusée et voulue amusante de la pièce de Musset À quoi rêvent les jeunes filles. Donc en 96, oui, j'étais beaucoup dans l'idée du jeu de mots. Ça m'avait bien amusé. Et j'avais appelé ça À quoi pensent les films. Absolument personne n'a compris mes allusions. Moi-même à peine. Mais en le rééditant, je me suis dit que le titre n'était pas bon parce que justement, tout mon livre est fait pour dire que je veux bien me débarrasser non pas de ce à quoi pensent les films, mais d'une approche de la critique et de l'analyse des films qui consiste uniquement à me demander ce qu'ils racontent ou ce qu'ils disent, et qui consiste plutôt à interroger la façon dont ils en parlent, donc le comment. Voilà toute l'histoire de mon titre. Comment pensent les films, c'est moins joli que À quoi pensent les films, hein. À quoi pensent les films, ça coule bien. Comment pensent les films, un peu moins, mais c'est plus exact. Et puis après, j'ai rajouté le sous-titre Apologie du filmique. Bah, mon Dieu, oui, on pouvait s'en passer, mais c'était une histoire on enfonce un petit peu le clou, quoi. Il s'agit bien du filmique. Après, il est évident de se poser la question en tant que lecteur. Le livre À quoi pensent les films date de 96. Moi, j'avais 20 ans à cette époque-là. Et aujourd'hui, donc, j'en ai 26 de plus, certes. Mais la question, c'est pourquoi vous avez décidé de reprendre les textes qui composent le livre de 96 pour les remanier légèrement, mais rajouter aussi d'autres textes. Pourquoi reprendre cette thématique, cette idée, ce rapport à ce rapport au film, ce rapport à l'analyse filmique aujourd'hui? Est-ce que c'était vraiment une urgence selon vous?
Alors, oui, évidemment, si on pose la question comme ça, après, on est sommé de trouver une urgence, mais on va en trouver une, vous inquiétez pas, on a de l'imagination. Non, 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 sérieusement. Alors, d'abord, je vais pas botter en touche trop vivement, mais c'est une commande, ce livre, hein. C'est une commande d'Antonio Somaini, qui est l'un des directeurs de la collection, et il m'a proposé aimablement, comme il le fait avec d'autres vieillards de ma génération, avec Raymond Bellour par exemple, de rééditer des livres qui ont disparu de la distribution, qui sont épuisés et qui sont, comment dire, un peu des petits monuments historiques, hein, c'est-à-dire des choses du passé. Donc l'idée, c'était de republier quelque chose du passé. Alors, comme je suis absolument incapable de republier un livre sans avoir envie de le réécrire, surtout celui-là, qui m'avait laissé sur un sentiment un peu de dissatisfaction, j'en étais pas très content, hein. Il y avait des choses qui collaient pas. Il y avait une chose qui était très facile à corriger, c'était que dans la première version, il y avait, entre les chapitres théoriques, j'avais intercalé des critiques de films. Bon, et ça ne fonctionne pas du tout. Donc j'ai enlevé toutes les critiques de films. Déjà, ça allégeait beaucoup, puis ça rendait un peu de cohérence au livre. Et puis, je l'ai revu pas mal. J'ai ajouté des choses. Voilà. Donc, j'en ai fait un livre qui me convient un peu mieux aujourd'hui, mais qui, malgré tout, reste ancré dans la perspective de l'époque. Et c'est vrai, là, je vais finalement répondre à votre question. En 96, quand j'ai écrit ce livre, on était, pas tout le monde, mais un certain nombre d'entre nous, hein, des gens comme Nicole Brenet, Philippe Dubois, Luc Vanchery, qui commençait un peu à travailler à l'époque aussi, enfin, il commençait à peine, Dominique Château, Dudley Andrews aux États-Unis. On était, disons, dans le bain du figural. Hein, cette idée un peu à la fois fascinante et saugrenue qu'avait lancé Jean-François Lyotard en 71 et qui avait eu très peu d'écho, sauf le livre de Gilles Deleuze sur le peintre Bacon en 82 ou 3, et puis à la fin des années 80, quelques textes de Georges Didier Huberman. Et on était un petit nombre, très peu nombreux je crois, mais quand même très excités et assez actifs à se dire, là il y a une idée formidable parce qu'elle parle vraiment de l'image, elle parle vraiment de la figuration. Avec ça, on va pouvoir sortir de la critique de film qui ne parle que des intentions de l'auteur, ou qui ne parle que de l'effet social des films, ou qui ne parle que du contenu des fictions, ce qui est très important, bien entendu. Tous ces trois points sont tous intéressants et ont leur importance, mais on voulait en sortir, ou du moins on voulait ajouter quelque chose qui soit vraiment l'analyse du cinéma comme un art d'image. Voilà. Alors mon livre de 96, il résultait de ça, de façon plus ou moins râpeuse, parce que c'était un manifeste au fond, hein. Il y avait un côté, vous allez voir ce que vous allez voir, donc des passages un petit peu raides, si vous n'êtes pas d'accord, enfin, entre les lignes, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, allez lire un autre livre. C'était pas très... Comment dire, j'ai eu le sentiment en le relisant que j'argumentais pas tout à fait assez, hein. Entre-temps, l'âge est venu et avec l'âge vient de plus en plus nettement la certitude que plus on argumente, plus on a des chances d'être entendu. Contrairement à ce que l'actualité quotidienne tend à démontrer, hein, avec toutes ces manifestations, la plupart insensées. Mais voilà. Et donc, en refaisant le livre, sur commande, mais quand même avec plaisir, parce qu'on est toujours, bien sûr, flatté, et puis on se dit, ah bon, donc ce livre a vraiment existé. Oui, oh, bah, vous savez ça, vous le saurez quand vous publierez vos livres, on ne sait jamais hein, qui lit les livres. Très peu de gens vous en parlent, vraiment. Alors, c'est vrai. De temps en temps, on voit des traces. Mais voilà, en le reprenant, j'ai eu envie qu'il soit plus utile que le précédent, hein, et plus rationnel aussi. Et donc, ça m'a amené à faire ce que j'ai décrit tout à l'heure, virer les critiques de films, relire de près, compléter, corriger, parce qu'il y avait des erreurs ou des approximations, la partie que je republie, qui a donc un peu changé, et puis ajouter d'autres choses plus récentes,
dans l'idée quand même de montrer que cette perspective des années 90, qui avait un peu disparu, hein, qui avait eu un peu l'aspect d'une mode. Il y a eu une mode du figural et comme toutes les modes, elles passent. Toutes les modes passent. Alors là, je suis assez vieux maintenant pour en être certain. Il n'y a aucune mode qui ne s'installe jamais définitivement. Avis à ceux qui aujourd'hui suivent des modes. Voilà, donc, mais quand même en le relisant, je me suis dit que malgré la fin de l'épisode du figural, il y avait quelque chose qui restait et qui était l'image, qui était la figure. Et qu'autour de ça, ça valait quand même la peine de défendre, oui, défendre, apologie, hein, une apologie, c'est fait pour défendre, de défendre une approche du cinéma qui n'entend pas du tout se substituer aux autres, hein, grand Dieu, mais qui, à mon avis, a suffisamment d'intérêt, voire suffisamment de force, pour qu'on ne la néglige pas. Et là, il y a un petit côté encore militant derrière ce que je dis, encore aujourd'hui, parce que, d'après ce que je vois, les études d'orientation esthétique dans les départements d'études cinématographiques sont devenues trop minoritaires. Je bien que c'est au bénéfice d'autre chose, de l'histoire, par exemple, et il était temps de faire de l'histoire sérieusement, donc ça, c'est très bien. C'est parfois au détriment de la sociologie, et ça, c'est très bien aussi. C'est souvent aussi, parfois, et là je le regrette, au détriment d'approches qui n'ont rien de rationnel. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc il y a un côté manifeste. N'oublions pas que le film, c'est des images, et essayons de réfléchir à la façon dont l'image nous dit quelque chose. Alors, contrairement au précédent, c'est ça qui est assez beau, c'est que contrairement au précédent, même si je pense peut-être que ce livre a été peut-être travaillé avant mes universités ou après mes universités. Ah, si vous voulez tout savoir, confinement et oblige, j'ai d'abord fait doublure du visible, ensuite j'ai écrit Comment pensent les films et après mes universités. Ah ben voilà, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que ce qui est assez troublant, c'est que moi je me souviens de la conversation que nous avions eue par rapport à mes universités, et je vous avais dit que je voyais dans ce livre plus, enfin, comment dire, une histoire racontée beaucoup plus par quelqu'un qui est devenu universitaire que par un critique de cinéma. Et on avait parlé de cela. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais j'ai cette impression, moi, quand je lisais ce livre-là, comment dire, de beaucoup plus lire le critique de cinéma que l'universitaire. Oui, c'est étrange que vous sentiez ça comme ça, parce que ça y est sûrement, hein, je vous fais confiance, parce que j'ai pu constater que vous saviez lire les livres, franchement bien. Alors, c'est pas toujours le cas. Donc, si vous avez senti ça, c'est que ça y est. Et en effet, bon, si je repense à ma vie, à ma biographie, c'est vrai que dans les années 90, j'avais encore un pied, pas vraiment dans la critique de film, mais enfin, j'avais pas tout à fait fait la mue en pur universitaire, qui je crois est plus nette dans ce que j'ai fait ensuite. Mais vous savez, entre critique et universitaire, la frontière est parfois floue, hein, on le voit très très bien dans les études littéraires, par exemple. Hein, j'ai eu beaucoup de collègues parlant de littérature qui étaient à la frontière de la critique, et ça peut donner de très bons résultats. Alors, ça c'est une chose. Je refuserai jamais d'être considéré comme un critique, hein, c'est pas du tout un faux, loin de là. Bah, mais un bon critique, c'est quelque chose de très bien. Mais ce avec quoi je suis moins d'accord, c'est l'idée que dans ce livre, en tout cas, et dans ma tête et dans mes affects, il y a l'idée du film comme compagnon. Bien sûr que dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de films qui ont été et qui sont mes compagnons, et que sans forcer beaucoup, je prends presque comme des personnes, enfin comme des personnages. Hein. Il y a aussi des morceaux de musique qui me font cet effet. Ils ont une existence qui est presque celle d'une personne. Je crois qu'on est un peu tous comme ça, plus ou moins vivement, et comme moi, ça a été mon métier et pendant 40 ou 50 ans de voir des films, ça a pris une forme évidemment très, très accentuée. Mais en revanche, je crois que lorsqu'on veut penser à ce que dit un film, il y a quand même intérêt à oublier cette dimension personnelle et affective. Hein. Le livre dont on parle aujourd'hui, il est un peu fait pour ça. Il est un peu fait pour dire oui, 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 bien sûr, dans tel film, il y a telle chose, dans les films, il y a toujours quelque chose, mais au fond, ce qui compte, c'est moins le film que le filmique, apologie du filmique. C'est-à-dire que ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est que si on veut faire un travail d'analyse utile,
fond, c'est-à-dire qui permettent de comprendre mieux ce que c'est que l'image cinématographique, comment elle peut parler du monde, comment elle peut parler de nous, comment elle peut parler des sociétés, comment elle peut parler du cosmos, comment elle peut parler de n'importe quoi, à vrai dire, comment elle peut parler de ce que c'est qu'un événement, comment elle peut parler de notions assez abstraites même, hein, comme l'événement justement, ou comme la figure. Eh bien, il ne faut pas s'attacher trop à ce qui se joue dans un film donné, mais il faut prendre dans les films ce qu'on y trouve. Et ce qu'on y trouve venant nourrir, disons, un grand corpus d'inventions d'images de films. Je le dis quelque part, je ne sais plus sous quelle est la phrase exacte, mais l'objet de l'analyse de film, c'est moins le film que l'invention filmique. Et ça, j'y tiens beaucoup. Moi, je pense que ce qui est intéressant à analyser dans les films, de mon point de vue, hein, du point de vue de la forme, du point de vue de l'esthétique, c'est l'invention. C'est qu'est-ce qu'un film apporte qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Et là, tout à coup, il y a quelque chose. C'est mon petit côté deleuzien, si vous voulez. Hein. Je sais que j'en ai pas beaucoup. Mais là, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est intéressant, c'est l'événement. Un film fait événement. Alors, un film peut faire événement parce qu'il parle d'une histoire très très importante pour la société. Il y a beaucoup de films événements comme ça au Festival de Cannes. Pour moi, un film fait événement de façon parfois beaucoup plus discrète. Il fait événement parce que là, tout à coup, il y a quelque chose que j'avais jamais vu nulle part. Alors, pour prendre des choses très très grosses, quand j'ai vu Tropical Malady la première fois, ben, j'avais jamais vu cette scission du personnage du soldat en deux, qui fait que dans la deuxième partie de l'histoire, on ne sait plus qui il est, on ne sait plus quel statut il a, on ne sait plus temporellement comment on se rapporte, on ne sait plus si on est dans un temps ou si on est dans une fable qui n'a pas de temps, on ne sait plus si on est dans un espace naturaliste ou dans un espace animiste. Là, il y a quelque chose qui, moi, m'a complètement emporté. Et après, j'ai essayé de comprendre. Voilà, bon, c'est un exemple très, très gros, parce que, évidemment, ce film de Guerastakul, là, l'invention était évidente. Mais pour moi, sur un plan, de façon peut-être moins forte, enfin, encore que j'en sais rien, je reste avec ce cinéaste. Son dernier film, Memoria, pour moi, propose la même chose. Il y a eu une invention. Et ce qui est formidable, c'est que pour le coup, l'invention, elle part du son. Ce qui est quand même rare au cinéma. Là, on a tout à coup un son dont la source est incompréhensible, inconnue, et amène un dédale et un délire, une circulation totalement délirante qui se conclut par qui se conclut, si on peut dire, par une résolution fantastique. Bon, voilà deux exemples très simples, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Hein. Il y en a des très connus, chez Dreyer, il y a des cinéastes de l'image, Dreyer, Bergman, Antonioni, qui vous voulez. Ce qui est intéressant, Tarkovsky bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de traquer des phénomènes d'image inattendus dans des films où on ne les attendrait pas. Pour moi, par exemple, chez David Fincher, qui est un bon cinéaste, hein, qui fait bien son métier, mais qui est quelqu'un qui s'attache surtout à faire jouer les acteurs, à faire de la mise en scène, disons, hein, le côté classique. Bon, quand dans Seven, je vois tout à coup le coup de soleil qui brûle l'image au moment où l'acteur vient d'avouer qu'il a tué quelqu'un, je me dis, bon, ça a été voulu, alors c'est un peu gros, mais en même temps, il y a une petite invention. Vous voyez, il y a des choses parfois petites comme ça, mais qui font de l'effet, et qui disent quelque chose du cinéma. Là, ça dit quelque chose de la lumière. Après, on peut comparer avec d'autres films dans lesquels il y a des gens qui ont traité la lumière de façon significative. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur la comparaison, parce que c'est un bon outil. Hein. C'est un bon outil de comparer les films entre eux. Ça permet de se dire, oui, voilà, c'est une ressemblance superficielle. Hein. Quand Hawks fait le remake de Bringing Up Baby et qu'il fait déchirer la robe de l'actrice pour qu'on voit sa culotte, bah, c'est deux fois le même gag. Alors bon, c'est amusant, mais c'est une pure répétition. C'est pas, on n'a pas grand-chose à comparer, sauf la mode vestimentaire, et sauf les cuisses de l'actrice si on est fétichiste. Mais voilà, c'est pas ce genre de comparaison qui m'intéresse, hein. C'est des comparaisons un peu inattendues, où tout à coup on voit quelque chose, non pas du sujet du film, mais du filmique. Pardon de me répéter. Non, non, mais vous avez raison, parce que je vais rebondir sur ce mot-là, filmique. Est-ce que ce serait aussi une manière de dire que plus on se sent perdu, plus à ce moment-là, on se dit, tiens, il y a quelque chose, et qu'il faut donc insister pour trouver ce en quoi on est perdu?
Alors, je vais faire une double réponse, comme d'habitude. Personnellement, oui, j'aime beaucoup être perdu dans les films, évidemment, c'est une sensation délicieuse. Et chaque fois que ça m'arrive, j'en sais gré au film, hein. Par exemple, Compartiment 6, qui est sorti l'automne Ah dernier, oui, est un film génial. qui m'a perdu pendant une bonne partie du film et à la fin aussi, et du coup, je lui en ai su gré, oui, et du coup, j'ai aimé ce film. Bon, mais je laisse le j'aime, j'aime pas. Je vais vous faire une réponse plus conforme à mon rôle, euh, en pointant l'idée, en proposant l'idée qu'on réagit aux moments qui sont de compréhension difficile, vous retrouvez une vieille idée, qui est l'idée de l'exégèse. L'exégèse patristique consistait à interpréter des textes, en l'occurrence les textes sacrés, en disant ben, on va réfléchir là où c'est pas compréhensible, là où ça tombe pas sous le sens. Ça marche hein, jusqu'à un certain point, mais dans le chapitre sur l'interprétation de ce livre, et dans mon livre sur l'interprétation, j'ai rappelé qu'il y a eu une démarche pour théoriser l'interprétation qui est beaucoup plus récente, qui est celle de l'herméneutique, et qui postule au contraire qu'il faut tout interpréter, même ce qui est évident, et qu'il faut tout mettre sur le même plan. Et je dois dire que, alors en tant que spectateur, évidemment, j'aime beaucoup hein, être confronté à l'incompréhensible et être perdu, comme vous le disiez, c'est un sentiment, encore une fois, délicieux. Mais en tant qu'analyste de film, je m'applique à tout mettre sur le même plan, précisément pour pouvoir distinguer ce qui fait novation, si vous voulez. Parce que le risque, si on suit la doctrine de la faille d'incompréhensibilité, comme disaient les pères de l'Église, c'est de faire un petit peu trop confiance à une sorte d'idée que tout le monde sait telle ou telle chose, tout le monde sait ça. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui tranche et qu'on va analyser. Or, quand on y regarde d'un petit peu plus près, il n'y a rien qui soit évident jamais, au fond, hein, dans un film. Il n'y a rien qui soit évident, même le banal. Et du coup, ne pas oublier de regarder le banal, c'est quand même très important. Hein, même si, bien entendu, une fois qu'on a bien constaté que c'était du banal, ben on peut le laisser. On peut le laisser à la statistique, qui est utile. Hein. Il y a des travaux très très intéressants qui ont été faits en faisant des statistiques, en quelque sorte, sur le style des films. Par exemple, les travaux de Broadwell et compagnie. Donc mon idée, c'est évidemment de valoriser la singularité, de valoriser l'invention, mais quand même de ne pas laisser tomber le tout venant. Hein. L'invention n'a d'intérêt que si on est bien sûr que le reste n'en est pas. Si on veut interpréter un film, voilà. Bon, je m'aperçois en parlant que en fait, j'ai peut-être introduit une confusion parce qu'il y a deux démarches différentes. Hein. L'une qui est d'analyser un film, c'est le critique, là. Vous me rameniez au fond à la critique tout à l'heure. Et puis, il y en a une autre qui est de faire de l'analyse de la forme filmique. Et pour ça, on n'est pas obligé d'analyser un film. On peut prendre des morceaux de film, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut partir de l'idée, tiens, on peut partir sur la couleur, on peut partir sur l'invisible, comme j'ai essayé de le faire dans un autre livre. On peut partir sur n'importe quelle piste qui permette de traverser toute l'histoire du cinéma. J'ai entendu il y a quelques jours une causerie de Peter Sandy sur la rumeur. Bon, c'est une façon très très passionnante de traverser l'histoire des films et il en tirait des conséquences merveilleuses. Voilà, donc il y a deux approches quand même assez différentes, mais je dirais que si on veut interpréter un film, en aucun cas, il faut se concentrer uniquement sur les moments frappants, parce qu'on risque de se tromper. On risque de faire trop confiance, je dirais, à l'affect, au sentiment, à la première impression. Je sais bien qu'il y a un proverbe qui dit en français que la première impression est toujours la bonne, mais c'est pas vrai. Elle est souvent un petit peu leurrante, et si on veut faire un travail rationnel, hein, bien sûr que, comment dire, les critiques ont ni la visée ni le temps de faire un travail long d'analyse, c'est pas leur boulot. Mais si on veut faire de l'analyse, oui, alors là, il faut vraiment aller jusqu'au bout et pas rester sur la sensation. D'abord, il est tout à fait normal qu'on s'intéresse prioritairement même, hein, d'un point de vue social, au sujet des films. Un film comme L'Événement, par exemple, si on ne garde pas en tête que c'est un film militant, hein, qui raconte une histoire
d'ailleurs plus ou moins réelle, ou si elle n'était pas réelle, elle aurait pu l'être, tellement c'est réaliste. Évidemment que si on ne voit pas ça d'abord, bah, mon Dieu, ce film a été fait un peu pour rien. Par ailleurs, je trouve que c'est un très bon film, hein. Moi, il m'a beaucoup surpris parce que justement, la réalisatrice a su ne pas rester dans le discours militant sur l'avortement, sur le droit des femmes à disposer de leur corps, etc., des thèmes qu'on connaît bien et qu'évidemment on approuve. Mais il y a un travail filmique dans ce film. Alors je ne vais pas en parler ici parce que j'aurai pas le temps, mais voilà. Alors je crois qu'il faut distinguer. La fonction de la critique des journaux, c'est, je pense, très largement d'attirer l'attention sur l'effet social possible des films. C'est normal, c'est leur métier. Et il y a des critiques qui le font en donnant une certaine place au travail proprement filmique, et tant mieux, il faut leur en savoir gré, hein. Il y en a même dans les journaux quotidiens. Alors, très bien, s'il y en a qui prennent la peine de le faire, c'est encore mieux. Il n'y en a pas toujours, mais il y en a quelques-uns. Dans les journaux plus spécialisés, en général, les gens ont plus de temps, plus de formation aussi, et ils vont un peu dans le détail. Mais je trouve normal, hein, qu'on s'intéresse d'abord au sujet des films. S'intéresser, comme je le fais, à l'image, je crois que c'est quelque chose d'important à plus long terme, si vous voulez. C'est pas une entreprise qui s'intéresse au jour le jour, hein. C'est pas une entreprise qui s'intéresse au festival ou à la sortie des films. C'est une entreprise qui s'intéresse au destin des images, quelque chose qui existe depuis, je sais pas, 40 000 ans ou 50 000 ans, sous des formes extrêmement variées. Je suis actuellement plongé dans le livre de Philippe Descola sur les différentes variétés d'images. C'est clair que nous, on connaît en Occident l'image cinématographique qui vient de la photo et puis qui vient plus lointainement d'une certaine conception de la peinture, mais il y a d'innombrables autres conceptions de l'image, hein, dans le monde. Alors, s'intéresser au cinéma, pour moi, c'est s'intéresser à une variété d'images qui a pris forme à un certain moment de l'histoire humaine, dans un certain contexte, et qui par conséquent développe certaines puissances de l'image, et c'est ça qui m'intéresse. Je fais un travail abstrait, hein, c'est un travail abstrait. C'est pour ça que je ne reprocherai jamais à personne de faire autre chose à partir des films, parce qu'il faut aussi le faire, le travail en direction de la société. Et, bon, en direction de l'intention des auteurs, ça me paraît moins important, parce qu'on ne les connaît jamais, les intentions des auteurs. Voilà, ça c'est autre chose. Mais mon travail, il n'a pas du tout la même temporalité que celui de la critique. C'est un travail qui n'a pas de temporalité, qui n'a pas d'actualité à proprement parler. Juste une dernière question, parce que ça aussi, quand on vous lit, il y a cette particularité qu'on soulève vous concernant. Alors vous allez me dire, mais c'est tout à fait normal. Mais j'ai envie de vous dire, non, c'est pas si normal que ça. Je remarque que vous continuez encore inlassablement juste à voir des films qui sortent aujourd'hui. Et oui, alors vous allez me dire, mais c'est normal. Mais je vous assure que c'est pas si normal que ça, parce que beaucoup de personnes à un moment s'arrêtent à une certaine période et n'ont plus envie d'aller voir le cinéma parce que le cinéma n'était plus comme avant, je ne sais quoi. Mais vous continuez donc à voir des films, mais aussi à utiliser ces films-là pour parler de cinéma dans vos livres. Alors, en fait, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais à la fac de cinéma, nous allions, avec des confrères et consoeurs, on allait voir des films à l'UGC Châtelet-Léal, non pas pour voir les films, mais pour espérer voir Jacques Rivette, parce qu'on savait que Jacques Rivette était l'un des rares cinéastes comme ça à continuer de voir des films. Et ça fonctionnait une fois sur quatre. Une fois que sur quatre, ça fonctionnait. Et on se disait, mais c'est pas possible, il continue à voir des films, parce que voilà, on pensait comme ça il y a 20 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut l'aimer. J'ai l'impression que voilà, vous l'aimez pleinement, et parce que vous aimez pleinement le cinéma, qu'il est inconcevable pour vous de continuer à écrire des livres en vous basant sur des films qui vous ont regardé, qui ont été. Non, il faut continuer, et je voulais le dire. Je trouve ça vraiment important et intéressant. Oui, bon, merci de le signaler. J'atteindrai jamais au niveau de Rivette qui voyait vraiment tout. Mais bien sûr que c'est très important, non pas parce que, d'abord parce que j'aime bien ça, aller au cinéma, mais aussi parce qu'il y a de nouvelles inventions tous les jours. J'ai cité 3 films récents, je crois, dans notre conversation. Vraiment, je ne savais pas en allant les voir que j'allais y trouver quelque chose d'aussi fort, hein, à chaque fois. Et j'ajoute que si j'avais plus de temps, je verrais davantage des choses encore plus variées, hein. Si j'avais le temps, je verrais des jeux vidéo, mais là, à mon âge, c'est un peu
Bon, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On m'a indiqué des jeux qui peuvent se faire en 1 heure, donc peut-être je vais aller regarder un peu, oui. Oui. Je vous assure que si un jour vous écrivez sur... alors là, ça serait génialissime, je pense. Non. Ah ouais. C'est ça pour l'instant aux spécialistes quand même. Bon, Mais en tout cas... il y a des inventions d'images partout, quoi. Ça c'est clair. Exactement. Alors, comme je le dis souvent quand je reçois un écrivain ou une écrivaine, je dis souvent, on a parlé que 3 ou 4% du livre, ce qui donc incite celles et ceux qui nous regardent à vous le procurer. C'est vraiment, c'est passionnant et en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver et j'ai envie de vous dire, pas de point final, des points de suspension, à la prochaine, comme on dit. Oui, Voilà. bien sûr, au prochain livre. Merci beaucoup. Au prochain livre. C'est moi qui vous remercie. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.